Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats d'un petit travail qu'on a réalisé en Normandie pour essayer d'identifier les restes osseux de Creusot. Je tiens tout d'abord à excuser Raphaël Cornet qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui et Bastien Thomas avec qui devait présenter ce matin. On devait présenter ce matin en binôme, mais il n'a pas pu venir avec nous au dernier moment. Donc, globalement, pour inventorier ces espèces, on travaille chez nous principalement en analysant des pelotes de réjection dans lesquelles on trouve des restes osseux. Les autres techniques d'inventaire, généralement, que ce soit le piégeage, donnent peu de résultats, et d'autres techniques plus modernes, on va dire, sont encore peu utilisées, que ce soit les pièges à poils, les tubes collecteurs de fesses, d'ADNE, qui font appel donc à la génétique moléculaire. Donc leur usage est quand même très restreint par les naturalistes et nécessite d'avoir un budget. En général, l'identification est basée principalement sur une mesure qui est effectuée sur la mandibule, donc la valeur de la hauteur coronoïde. Mais pas que, en général, on regarde aussi d'autres critères. Et il se pose un problème qu'on rencontre un peu partout en Europe, c'est la zone de chevauchement en fait, de cette mesure entre les deux espèces. Et généralement, l'absence de la mandibule, lorsqu'on ne trouve qu'un seul crâne dans les restes de pelote, ou lorsque la mandibule est endommagée, on ne peut pas effectuer la mesure. Donc, et on dispose de données biométriques. Dans la littérature, il y en a énormément de publications sur ce genre, mais qui proviennent généralement d'Europe de l'Est ou de la péninsule ibérique. Et depuis peu, au sein de Neomys anomalus et Neomys anomalus milleri, on a distingué les deux espèces. Donc on a pu vérifier récemment que la population isolée du nord du massif armoricain, donc qui concerne la Normandie, en fait appartient bien à Neomys milleri, et qui est une population donc isolée depuis un certain temps, on ne sait pas trop. Donc il est possible que les mesures en fait disponibles dans la bibliographie ne s'appliquent pas forcément à la région. Donc l'objectif était essayer d'affiner les critères disponibles, qui étaient déjà présents dans la littérature, et on était peut-être un peu prétentieux, mais tenter d'accroître un peu les possibilités d'identification en région. Donc pour ce faire, on s'est basé sur de la mesure biométrique linéaire classique. On a fait appel à la morphométrie géométrique. On a regardé également des caractères discrets présents sur les crânes. Donc on a réalisé 10 mesures linéaires sur les mandibules, 11 sur le crâne. On a sélectionné certaines mesures qui étaient a priori les plus faciles à prendre sur la base de photos. Et donc on a effectué ces mesures sur informatique à l'aide du logiciel TPS DIP2, qui est un logiciel classiquement utilisé en morphométrie géométrique, qui est très pratique d'ailleurs, je vous le conseille. Donc on a limité le nombre de mesures, et afin que ces mesures soient aussi relativement faciles à prendre à l'aide d'un pied à coulisses, notamment, pour l'observateur lambda. En morphométrie géométrique, donc on a sélectionné 35 points sur les mandibules, donc on a 3 vues sur les mandibules, et 35 points sur le crâne. On appelle les landmarks dans le jargon, et on l'a réalisé également sur photo à l'aide du même logiciel. Donc, au niveau de la taille de l'échantillon disponible, donc on avait plus de 300 Neomysphodiens à dispo, mais on a sélectionné un certain nombre qui étaient en bon état, on va dire, où les crânes étaient exploitables et les mandibules aussi. Et on a pris tout notre lot de musarines de Miller. Donc ça, c'est une espèce qui est très peu, peu présente en coin, on en trouve peu dans les pelotes, ça nécessite d'analyser énormément de pelotes. Donc on avait 86 disponibles. Donc toutes ces Neomys proviennent de Normandie. Donc on a confirmé le statut taxonomique de 21 sur 30 individus qui ont été analysés. Alors ces individus ont été sélectionnés en fonction des valeurs de certaines mesures, donc en gros dans les zones de chevauchement où on pouvait avoir éventuellement un doute sur l'identification. Donc le principe, c'était l'extraction de l'ADN rare, donc extrait à partir du broyage de l'ensemble des restes osseux, donc qui ne sont plus disponibles après les analyses évidemment. Et on a eu un bon succès d'identification, plus de 70% de bonne identification, avec en plus une petite pollution sur certains échantillons. Sachant que certains crânes ont été récoltés plus de 26 ans avant les analyses, donc ils étaient encore plus vieux, on peut supposer qu'ils étaient plus vieux.
Donc, en tout cas, c'est une technique qui a vraiment bien fonctionné sur les échantillons qui étaient à disposition. Alors voilà quelques résultats. Donc pareil, c'est un survol des résultats, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans les détails. Donc là, on a la distribution de trois variables, donc la hauteur coronoïde, la longueur du condyle articulaire et la hauteur mandibulaire derrière la coronoïde, qui sont les trois mesures, on va dire, les plus discriminantes, enfin, qui permettent d'isoler plus ou moins bien deux groupes au sein des échantillons. Donc, sans surprise, évidemment, la valeur de la hauteur coronoïde est sans doute celle qui permet au mieux de distinguer deux groupes. Mais pour toutes ces mesures, on observe quand même des zones de chevauchement qui sont plus ou moins grandes. Donc pour le naturaliste lambda avec son pied à coulisses, c'est pas forcément pratique, notamment quand on tombe dans ces zones de chevauchement. Donc une représentation de ces mesures selon des graphiques bivariés permettent quand même de montrer qu'il y a quand même des différences significatives entre les deux espèces, mais toujours avec une limite plus ou moins nette, mais avec des individus qui posent toujours problème, qui se situent sur la zone de contact. Un naturaliste allemand avait mis au point dans les années 60 un polynôme, un indice, qui avait établi donc sur des populations de crossop allemandes, qui s'appelle l'indice de Bühler, qui se base sur trois mesures, la longueur mandibulaire, la hauteur coronoïde et la longueur de la rangée dentaire sans les incisives. Alors ça marche a priori bien sur les populations allemandes, mais chez nous il y a quelques individus qui posent problème. On a des néomisphodiens qui sont très grandes, paradoxalement, qui ont une grande longueur de mandibule qui fait que l'indice de Bühler ne peut pas être appliqué seul, en tout cas. Donc là, on leur a représenté ce même indice de Bühler en fonction de deux variables, donc la longueur du condyle articulaire et la longueur de la hauteur coronoïde. Et graphiquement, ça permet d'isoler, on va dire, assez bien les deux espèces, même s'il y a encore des espèces en contact. Et on peut supposer que si on augmente la taille de l'échantillon, on a encore plus d'individus dans cette zone de contact. Alors ensuite, on a réalisé une analyse multivariée en composantes principales, puis une analyse discriminante pour essayer d'établir un polymône mandibulaire, donc sur la base des trois longueurs les plus discriminantes, qu'on a vu tout à l'heure, condyle articulaire, hauteur coronoïde et hauteur mandibulaire. Et là, on obtient quelque chose d'assez assez intéressant. Si on choisit la valeur de moins 3,6 pour séparer en fait les deux groupes d'individus qui sont là représentés, enfin ventilés sur un index, on arrive à 100% de bonne classification. Alors concernant les crânes, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on a trois mesures qui sont un peu plus discriminantes que les autres, mais il y a des fortes zones de chevauchement. Donc c'est la largeur interorbitale, la largeur zygomatique et la longueur du palais qui sont faciles à prendre aussi au pied à police, puisqu'on arrive à en buter systématiquement. Avec des mesures forcément moins précises que celles mesurées sur informatique, mais on pourrait quand même les prendre à la main. Donc on a des zones de chevauchement très importantes, donc il est assez difficile de distinguer deux groupes seulement avec ces mesures. Là on voit ces mesures qui sont représentées sous forme graphique également. On voit que les zones de chevauchement sont très importantes. Donc impossible d'utiliser ces mesures seules. Donc de la même façon pour les mandibules, on a réalisé donc on a établi deux polymônes crâniens. Donc un reprenant les trois mesures qu'on a vues précédemment, sauf qu'on utilisait assez peu d'individus, notamment pour les musaraignes de Miller. Donc ça c'est ce qu'on voit sur la droite, avec un taux de classification qui n'était pas très bon, autour de 73%. Et donc on a choisi une autre mesure, qui est la longueur post-glénoïde, qui permettait d'augmenter le nombre d'individus. Et là on a un polymône crânien un petit peu meilleur, donc avec 90% de bonne classification. Donc en gros, si on récupère des individus dont les crânes sont dans les valeurs les plus extrêmes, on a quand même de bonnes chances d'avoir une identification correcte. Je vous présente ensuite les résultats de la morphométrie géométrique. Donc on voit à gauche en fait une représentation d'une analyse en composante principale qui représente la variabilité brute entre les individus sans tenir compte de l'espèce.
Donc en orange, on a les Neomys phodiens, et en gris, les musaraignes de Miller. Et à droite, un schéma, alors il faut que vous imaginez la forme de la mandibule sous ces points, en fait, qui représente les différences de forme liées à l'espèce, suite à une analyse discriminante. Donc il y a quelques différences de forme. En gros, les mandibules de musaraignes de Miller sont plus fines, globalement. Et en réalisant une validation croisée par analyse discriminante, on obtient aussi un très bon taux de classification de 97% si on se base sur les points qui ont été sélectionnés sur les mandibules. Donc ça concerne la vue linguale. Là, un exemple sur le crâne. Donc on a les mêmes représentations donc, au centre de l'ACP. Et ensuite, on a deux types de représentations, suivant une grille et suivant des vecteurs, de la déformation amplifiée 3 fois, selon les axes 1 et 2, donc des valeurs négatives aux valeurs positives. Alors, globalement, on peut s'apercevoir que sur la gauche, là en bleu, en gros, les crânes de musaraignes de Miller qui sont en gris sont un petit peu plus fins, plus élancés que ceux de Neomys phodiens, donc à droite, là, avec les points rouges, qui sont un petit peu plus larges. Donc on a une déformation qui n'est pas vraiment nette. Malgré tout, on observe un taux de discrimination aussi qui est relativement élevé sur la base des points qui ont été sélectionnés. Donc un taux de discrimination de presque 93%. Donc ce qui devrait nous permettre, en réalisant des points sur des crânes qui ne possèdent pas de mandibule, de pouvoir éventuellement identifier les individus. Donc rapidement, une synthèse des résultats de morphométrie géométrique. Donc, on a eu de bons taux de discrimination pour la vue linguale et la vue jugale, et un bon taux pour la crâne en vue inférieure, mais nettement moins pour les deux autres vues. Alors sachant que vous remarquerez que la taille de l'échantillon de musaraignes de Miller est quand même assez faible, parce qu'on a souvent des crânes étant plus fragiles, ils sont souvent très endommagés quand on les récupère dans le pelote. Alors, on s'est aperçu, sans rentrer dans les détails, et ça, les bénévoles de l'association qui travaillent depuis un moment sur l'identification des deux espèces s'étaient déjà aperçus qu'en fait, les musaraignes aquatiques en zone de sympatrie avec la musaragne de Miller sont plus petites qu'ailleurs, même si là, la taille de l'échantillon est faible et les résultats ne sont pas vraiment significatifs. Elles sont plus petites, et les musaraignes de Miller qui sont en sympatrie avec les Neomys phodiens dans le nord de la Manche sont aussi plus grosses. Alors on en a très peu, mais ça pose vraiment des problèmes d'identification. Alors ça, c'est un phénomène qui est bien connu chez les crossopes dans toute l'Europe. En fait, dans toutes les populations, il y a des phénomènes de convergence morphologique. En zone de sympatrie, ça peut être les Miller qui sont plus grandes, les phodiens qui sont plus petites, ça a été très bien décrit, mais on ne connaît pas précisément les mécanismes qui sous-tendent ces évolutions. En conclusion, donc, évidemment, la hauteur coronoïde reste la mesure la plus discriminante. On est assez content parce qu'on a quand même pu établir un polynôme qui permettrait théoriquement d'identifier quasiment toutes les crossopes lorsqu'on a des mandibules en bon état, sauf qu'il faut qu'elles soient disponibles. Les polynômes crâniens sont moins fiables, mais quand même utilisables, et l'indice de Buller ne peut pas vraiment s'appliquer à la région, mais utiliser combiné avec éventuellement une autre mesure. Donc pour la morphométrie géométrique, on obtient des meilleurs résultats sur les mandibules et sur le crâne en vue inférieure, mais ça implique que le matériel soit en bon état, et ce qui est rarement le cas finalement. Alors, malgré tout, pour des individus encore dans les zones vraiment de chevauchement, on peut encore on a peut-être nécessité de confirmer génétiquement quelques individus si le doute persiste, mais ça ne nécessite pas d'envoyer systématiquement tous les crânes. Ce qui serait vraiment important, c'est d'augmenter la taille de l'échantillon de musaraignes de Miller. Donc on continue l'analyse des plots et en récolter pour faire évoluer éventuellement les critères d'identification que l'on peut utiliser en région, parce que ce n'est pas forcément valable ailleurs. Donc voilà. Donc nous tenons à remercier l'Agence de l'eau qui nous a financé et Pierre Margerie de l'Université de Rouen qui nous a aidés pour les analyses de statistiques. Tu as des valeurs, enfin la hauteur coronoïde reste la plus discriminante, mais tu as des valeurs qui sont différentes de ce qui a été publié pour les moulins, c'est ça? Oui. Est-ce que tu penses que est-ce que c'est vraiment important, notable? Est-ce que tu penses que c'est intéressant de le refaire dans d'autres régions pour pouvoir utiliser ce critère aussi dans d'autres régions et les adapter?
Dans le Limousin, ça a été bien étudié, parce que je crois qu'Isabelle Charissou... Mais ça date presque. Elle avait un nombre d'individus qui était très élevé de mémoire, donc je pense que ça avait été vérifié, mais ça permet... Ça vaudrait le coup effectivement de le vérifier, mais nous, en gros, on a des phodiens qui descendent à 4,45, voire en dessous. Donc on a vraiment une zone de chevauchement importante par rapport à ce qui est publié classiquement dans les clés d'identification. Ce qui nous posait beaucoup de problèmes. C'est intéressant de voir si ça s'applique à d'autres régions. Voir s'il y a des cleans au niveau des... Après, il y a énormément de publications sur les poissons. On a des brouettes, il y en a qui ont fait le travail. Au moment où on a débuté ce travail, il y a des Allemands qui ont fait exactement la même chose. Ils obtiennent des résultats assez similaires. Christophe, une petite question. La position de certains foramen sur le crâne n'a pas été retenue? Si, effectivement, en fait, pour des raisons de temps, en fait, on n'a pas abordé les caractères discrets, mais visiblement, ça ne marche pas du tout. Il y a vraiment, un peu comme pour les taupes, tout à l'heure, la position du foramen est assez variable, notamment chez la millaire. On a également étudié la forme de la PM4, et pareil, sur la mandibule inférieure, il y a une forte variabilité. Quel est l'autre critère? Ah oui, il y a aussi une vue, l'orientation en fait, des rangées dentaires, qui semblait être un peu différente entre les deux taxons, mais ça n'a pas l'air de marcher chez tous les individus. Alors par contre, moi je vous avouerai qu'après avoir fait ce travail, quand on les voit, enfin, je dirais que de façon instinctive, on y arrive. En fait, la forme de la mandibule de la musaraigne de Miller est un peu différente, elle est plus plate, elle est plus allongée, le processus angulaire est beaucoup plus fin. Et maintenant, à force d'en avoir vu pas mal, en fait, on y arrive alors qu'on n'a pas réussi vraiment à le montrer. C'est bon pour l'intelligence artificielle. Ouais, c'était juste une remarque donc, pour dire qu'en Centre-Bretagne, il y a pas mal de nouilles accophodiens, a priori. Hein, les critères qualitatifs montrent que ce sont des phodiens. Et il y en a pas mal qui sont en dessous, enfin la hauteur coronoïde, elle est inférieure à celle théorique de l'espèce. Elle serait normalement dans la zone de Millery. Donc effectivement, il y a des petites phodiens. Faites de la génétique quand même. Oui, après, oui, on pourrait peut-être... Après, c'est pas massif, hein, c'est quelques individus, mais effectivement, parfois, j'ai trouvé des phodiens particulièrement petites, C'est pas le cas général, mais il y en a qui sont... J'ai plus le chiffre exact en tête, mais elles étaient vraiment petites. Hein. Mais aucun autre critère ne penchait vers Millery. Ça peut correspondre avec les individus qu'on observe dans le Nord-Cotentin, qui sont effectivement beaucoup plus petits. Il y a peut-être un effet péninsule climatique. Et puis, ah non, c'est même... Ouais, ça sera rapide. Il faudra que ce soit rapide la question. Est-ce que c'est pas un peu contre-intuitif d'imaginer que lorsque les deux sont sympatriques, les tailles se rapprochent? On faudrait plutôt imaginer que là où elles seraient éventuellement en compétition, ou en tout cas potentiellement en concurrence, elles chercheraient à se distinguer l'une de l'autre. Il faut interpréter ça. Alors effectivement, ça doit être vrai chez certaines populations, mais ça dépend peut-être des contraintes de l'habitat qui exercent des pressions de sélection qui vont dans le même sens, qui fait qu'éventuellement les espèces soient convergentes. C'est une hypothèse en fait, les chercheurs ont plus de compétences que nous pour travailler sur le sujet, qui émettent une série d'hypothèses, mais pour l'instant il y a aucune réponse. Il y a un problème peut-être alimentaire aussi, parce que comme ça se joue sur la morphologie crânienne, peut-être le problème de disponibilité.